Ahlan wa sahlan wa marhaba bikoum à l'Institut français de Tunisie pour cette 5e édition de la Nuit des idées. Alors cette Nuit des idées, nous inaugurons avec mes invités la première table ronde organisée en partenariat avec l'IRMC de Tunis, avec quelque chose d'un petit peu particulier parce que nous vous invitons tout simplement à une séance de spiritisme où l'on va essayer de convoquer l'esprit de la révolte et s'assurer bien évidemment qu'il est toujours vivant. 3 invités aujourd'hui et maintenant pour convoquer et vérifier que l'esprit de la révolte est toujours vivant en Tunisie. Nadia Riari, que je remercie d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Nadia. Alors très rapidement, Nadia a fait des études d'art plastique, elle enseigne les arts plastiques. Mais Nadia est aussi la maman du petit Willis. Et Willis a cette année 10 ans. Et me dit-on qu'il est toujours bien vivant. C'est ce que nous allons pouvoir vérifier avec elle tout de suite et d'ici très peu de temps. À côté de nous et à côté de Nadia, Marwan Taleb. Bonjour. Bonjour Marwan Taleb. Marwan Taleb est chercheur à l'IRMC et l'AFD. Marwan Taleb travaille sur les questions migratoires, il travaille sur les questions de la société civile et de la jeunesse, avec cette particularité de s'intéresser à la Tunisie de l'intérieur. Merci Marwan d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Mohamed Slim Ben Youssef, doctorant à l'IRMC. Bonjour. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Slim est donc boursier à l'IRMC. Il est inscrit en thèse de sociologie politique à l'université d'Aix-Marseille et s'intéresse, lui, à toutes les problématiques relatives à la contestation et aux contestations sociales, avec une entrée particulière par le monde du travail. Alors, avant de donner la parole à nos invités, on va rappeler vraiment très brièvement ce que nous savons tous. Nous sommes 10 ans après la révolution tunisienne et des événements récents nous rappellent que cet esprit de révolte, peut-être, plane toujours sur la Tunisie. Je rappellerai que ces derniers jours, ces dernières semaines, dans certaines villes tunisiennes, dans certains quartiers, nous avons pu assister à un certain nombre de manifestations, émeutes, révoltes. On verra que chaque mot a un sens politique, mais nous discuterons dessus plus tard, et dans lesquelles la mobilisation des jeunes a été particulièrement remarquée. C'est pourquoi ma première question sera pour toi, Marwan. Ce qui s'est passé et ce qui se passe, finalement, est-ce que c'est l'esprit de révolte qui est en train de s'exprimer encore aujourd'hui chez ces jeunes? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, parfaitement aussi là. Cet esprit de révolte est toujours vivace chez cette jeunesse. Il peut prendre des formes multiples selon le contexte social, selon le contexte géographique où s'inscrivent ces jeunes-là. Moi, je dirais que 2 dimensions peuvent être abordées pour évaluer et comprendre cet esprit de la révolte. Nous avons d'un côté un sursaut de la jeunesse, un sursaut citoyen, une révolte normative, si je peux oser cet oxymore, où les jeunes s'inscrivent dans tout ce qui se rapporte à la société civile, les actions au niveau local, au service de leur communauté, un engagement civil et citoyen, et en se constituant une certaine légitimité au niveau local par leurs actions, par leur visibilité auprès des citoyens et leur visibilité, leur rapport parfois tendu avec les autorités locales, les autorités élues locales et celles chargées de représenter l'État. Ils se posent ainsi en force politique locale pour faire comprendre aux citoyens qu'ils sont en quelque sorte leurs porte-parole, leurs défenseurs et des facilitateurs pour faire comprendre aux citoyens les modes d'action de l'État. Chose qui n'est pas acquise, surtout dans les régions de l'intérieur. Donc, par rapport à ce cheminement d'action qu'on a observé en
Tunisie, il existe une autre forme d'esprit de révolte qui peut prendre des formes plus sévères, plus violentes dans certains contextes. Et là, nous avons le sentiment d'injustice, les héritages sociaux culturels qui pèsent sur des conflits entre communautés, des conflits entre des communautés et les pouvoirs publics, sur la terre, sur l'accès à l'eau, sur l'accès aux services publics, sur le chômage, sur des questions qui sont liées à leur environnement et sur lesquelles il tarde de voir un peu les effets, les fruits des changements politiques en Tunisie depuis déjà 10 ans. Maintenant, ces conflits ne sont pas seulement et uniquement liés à l'absence ou à l'inadaptation ou à la mauvaise communication des politiques publiques. Il existe aussi des conflits larvaires, anciens, bien plus ancrés entre des communautés, comme on a observé juste après la Révolution dans le Sud, sur des questions de terres revendiquées à l'État et dont la situation juridique est floue. Il y a aussi des contestations et des conflits entre les communautés sur le découpage administratif, le découpage territorial, qui, comme on le sait, ne respectent pas souvent les logiques des populations autochtones. Ça reste un découpage administratif sommaire qui suit des limites que tout le monde peut reconnaître et que l'État, sur lesquelles il peut baser son action de développement. Et ces limites-là engendrent parfois des conflits, des rancunes qui émergent au moindre signe de faiblesse ou à l'apparition d'un point de conflit bien précis. Donc, si je vous entends bien, à la fois un esprit de révolte en direction des autorités, mais aussi interne à ces différents groupes que vous venez d'évoquer. En quoi justement cette contestation, ces révoltes présentent pour les jeunes, en tout cas, quels sont les modes d'action, les moyens d'action spécifiques aux jeunes dans ces deux catégories que vous venez donc de nous décrire? Pour les premiers, ou cette contestation normative, on l'a observé en 2018 lors de la constitution de listes indépendantes par ces mêmes jeunes de la société civile. Et on sait quel bon résultat ça a eu. Plutôt leur niveau de pénétration au sein des conseils communaux est très important en Tunisie. Et c'est une occasion, une plateforme pour eux de se familiariser avec le pouvoir local, l'exercice de l'autorité et la compréhension sur des modes d'action de l'État. Donc c'est une révolte qui passe par l'utilisation des moyens plutôt classiques mis à leur disposition. Ils vont investir pour vous, vous y voyez comme une révolte. Cet investissement dans le politique au niveau local, c'est pour vous une forme de révolte que vous avez qualifiée donc de normative, c'est ça? C'est exactement ça. C'est la société civile qui sert de passerelle ou de vecteur à cette révolte. Parce qu'on aura beau décrier ces programmes de soutien à la société civile et les idéologies derrière supposées d'un bord ou l'autre, elles ont eu le mérite de renforcer un peu les capacités d'action de ces jeunes-là, de les intégrer dans un chemin de contestation calme et de logique, c'est-à-dire qu'ils puissent disposer des moyens pour dialoguer avec les pouvoirs publics, de comprendre comment agissent ces pouvoirs publics, de dialoguer avec eux et de se positionner comme une alternative par rapport aux forces politiques classiques. Donc c'est ce qui a été observé jusque-là. Et plus précisément, justement, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Il me semble que on a eu des manifestations de ce que vous nous décrivez là au moment du confinement. Oui, j'ai le plaisir de suivre le projet Gestion locale des migrations financé par l'AFD et à travers lui, j'ai pu observer le sursaut de cette jeunesse qui, consciente des moyens limités dont dispose l'État dans les régions de l'intérieur, s'est positionné comme soutien à ce dernier et aux autorités élues locales
dans des actions de sensibilisation, de fourniture d'équipements de protection et de stérilisation, et pour tous les corps administratifs au niveau local. Ils ont été récompensés pour ça. L'État a reconnu, il leur a donné des prix à cette jeunesse de la société civile, et grâce à ça, ils ont acquis une bonne notoriété. Alors ça, c'est cette première partie, révolte normative, très, très joli oxymore. Ce que l'on voit aujourd'hui depuis quelques jours dans les villes de Tunisie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer de ce qu'est-ce que là aussi on a cet esprit de révolte qui s'exprime? Oui, non, de quelle manière? Pourquoi? Quel est le message ou les messages? Oui. Disons que d'un point de vue purement académique, je considère que chaque territoire est unique par son histoire, par ses conditions, par les trajectoires qu'adoptent les jeunes pour vivre et voire survivre à des contextes assez difficiles. Et donc cette jeunesse, il y a bien évidemment le sentiment d'injustice et de marginalisation qui les pousse à prendre des voies de contestation assez violentes. Et suite à des événements, disons qu'il y a une goutte qui fait déborder le vase à chaque fois. C'est des contestations aussi de modes d'action de l'État hérité, comme la contestation des limites territoriales imposées par l'État et l'absence de perspectives de développement au niveau local. Il y a également une stigmatisation, comme on l'a observé ici à Tunis, de certains quartiers, et face à cela, la jeunesse s'est révoltée et contexte un peu le statut qu'on leur a imposé d'être des catégories entre guillemets dangereuses ou qui sont destinées à la marginalisation, comme on l'a observé récemment. Donc, chaque contexte territorial produit un peu une catégorie de jeunes et un esprit de révolte caractéristique de ce territoire. Merci beaucoup, Marwan. On va peut-être demander à Nadia de nous commenter quelques-uns de ces dessins, de nous les présenter, puis qu'on puisse nous réagir ensemble. Celui-là, pourquoi pas. Après, celui-là, je l'ai fait en 2011 déjà. Et c'est un peu l'horloge. Normalement, un dessin, ça s'explique pas, quoi. C'est comme une blague. Quand on explique une blague, ça tombe à l'eau. Donc, mais voilà, c'était déjà à ce moment-là une envie de. Je crois que non, c'est plutôt 2012 de voir que le même schéma se répète sans cesse. Et donc voilà, quoi. Là, on est à dégage -5 en ce moment, à peu près. Je laisse peut-être nos invités réagir, discuter, poser peut-être des questions. Oui, c'est tout à fait approprié, parce qu'on est coincé ou bloqué dans un cercle, je ne dirais pas qu'il est vertueux, loin de là. Alors quel est l'autre? Quand on n'est pas un cercle vertueux, on est dans un cercle? Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, je reste optimiste quand même. Mais oui, en sciences sociales, les phénomènes se répètent, étant donné qu'ils sont ancrés à une histoire, à des usages. Et donc les esprits sont toujours là. Et certes, ils prennent des modes d'action, de contestation différents, mais l'esprit y est, et le poids de l'histoire y est également. Slim? Alors, oui, je ne vais pas peut-être rajouter grand-chose à ce que dit Marouane. C'est qu'effectivement, en sciences sociales, ce que nous apprennent les sciences sociales quand on étudie des épisodes de contestation ou de révolte, c'est qu'il faut pas... il faut se méfier un peu de l'impression de l'inédit. C'est qu'il y a des choses qui se réactualisent, qui se reproduisent autrement à l'aune de changements, de transformations politiques, sociales, etc. Et bon, si vous faites allusion à ce qui est en train de se passer en ce moment en Tunisie, en disant qu'on est dans un dégage -5, on le saura, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même des dynamiques qui se réactualisent
et dont on se disait qu'on va peut-être jamais revoir. Le déploiement des forces de police, la manière dont on traite les manifestations, les protestations sociales aujourd'hui sous le seul registre sécuritaire, c'est aussi, entre autres, quelque chose qui se reproduit. On l'a vu, on a vu des survivances même tout au long de ces 10 années, en fait, depuis 2011. Mais finalement, on a eu l'impression que c'est parti à tout jamais, mais finalement, on a eu des survivances de cela tout au long de ces 10 dernières années. Et là, c'est le rappel un peu cognon de ça. Voilà. Nadia, que pensez-vous de tout ce qui vient d'être dit? Je suis complètement d'accord, oui. Et effectivement, non, je suis heureuse quand on lit bien mes dessins, parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où la lecture des dessins n'est pas toujours évidente. On a tendance à passer assez vite, à scroller sans arrêt et ne pas s'arrêter sur une image pour bien la comprendre. Et des fois, on passe à côté. J'aurais voulu le dessin précédent, celui des manifestations, si c'est possible. Voilà, celui-là, justement, par rapport à ce que vous disiez. Là, j'ai fait un parallèle avec la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, qui a été un révélateur de toutes les insuffisances de ce pays-là, à tous les niveaux, et aussi, surtout, par rapport aux mouvements, aux protestations qu'il y a eu récemment et qui ont été réprimées d'une manière assez violente, disproportionnée même par rapport à une manifestation qui était celle qu'on appelle de jour, il y a les de nuit, les manifestations de jour pacifistes. Et donc, oui, on ne s'attendait pas à revoir ce type d'image-là qui nous rappelle de très mauvais souvenirs. Et donc, oui, j'ai voulu, d'une manière sarcastique, un peu montrer comment le gouvernement tunisien actuellement lutte contre le virus. Et peut-être que pour eux, le virus, c'est pas la Covid-19, c'est peut-être nous. Donc, voilà, je voulais montrer... Le révis de la révolte. Oui, complètement. Et donc là, rappelez-nous la date précise de ce dessin. Il est très récent. Je l'ai fait samedi dernier, je crois. D'accord. Ce que je trouve très intéressant, c'est que si on enlevait peut-être le titre « La Tunisie en lutte contre le coronavirus » ou mettre juste « La Tunisie en lutte », on aurait du mal à le dater. Et celui de précédent, on aurait tout autant de mal à le dater. Et j'ai envie de dire, non seulement on aurait du mal à le dater, et on aurait du mal aussi à le localiser. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'irais encore plus loin, on enleverait encore la Tunisie, mais on mettrait but en lutte. Ce sont deux dessins qui pourraient être présents pour d'autres pays du monde, à d'autres moments du monde. Oui, complètement. Certains de mes dessins sont vraiment contextualisés à un moment donné, à un endroit donné. Je parle de certaines personnalités ou c'est un événement précis. Mais lorsque je fais certains dessins, j'essaie de les aborder d'une manière assez globale parce que de toute manière, nous vivons tous les mêmes choses dans le monde entier. Et donc, il va falloir une révolte, oui, globale aussi. Nadia Khiari appelle à la révolte sur cette table ronde. On était là pour convoquer les esprits. Je ne sais pas comment on va terminer. Un autre dessin, peut-être? Dites-nous, Nadia, lequel vous Oui, on peut mettre... ouais, celui-là, pourquoi pas. Celui-là, je l'ai fait justement le 14 janvier. On peut faire celui-là ou un autre, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez. Celui-là a des accents anarchistes un peu. Oui. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Oui. Il me fait penser à... Je ne sais pas si c'était votre inspiration à la base, mais ça me rappelle l'horloge de l'Apocalypse. Entre les grandes puissances, il y a eu des scientifiques qui ont... C'est ça, c'est exactement ça. Des scientifiques qui ont dessiné une horloge durant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, enfin le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. L'heure zéro, c'est l'emploi des armes nucléaires de part et d'autre des deux blocs. Et donc, on arrivait à la date fatidique, minuit moins 5, et on approchait la catastrophe comme durant la crise des missiles à Cuba ou l'invasion de la Corée du Nord, l'invasion de la Corée du Nord pour la Corée du Sud et l'implication de la Chine. Donc, on était un peu arrivé
à minuit moins 5. Mais ce que je trouve dans ce dessin, c'est que contrairement à cette horloge de l'Apocalypse, ce destin qui est pessimiste et catastrophique, ce destin est plutôt optimiste, malgré le ton noir. Mais dégage signifie le commencement et l'espoir aussi. Donc l'inspiration, elle est peut-être d'un objet assez dur et apocalyptique, mais je pense que le dessin est plutôt optimiste. Nadia ? Oui, complètement. Moi, je le vois comme ça. C'est un peu. J'avais fait un dessin, malheureusement, je ne l'ai pas ici, sur le mythe de Sisyphe. Et dans cet ouvrage de Camus, il parle justement d'un quotidien répétitif, métro, boulot, dodo. Mais pour nous, ça serait censure, oppression et misère. Et à un moment donné, il dit que le pourquoi s'élève. Pourquoi cette situation? Et si on se pose cette question, on remet en question l'ordre ou le désordre établi, et on a le choix, c'est soit la révolte, soit la résignation. Moi, ça m'inspire aussi autre chose, le dessin avec l'horloge. Il nous plaît ce dessin, là, je crois, là, il vient de remporter effet, tous les... Enfin, on en verra d'autres quand même, mais là, en effet, alors moi, ce que ça m'inspire, c'est que historiquement, où la signification originelle de révolution, c'est quand la Terre fait le tour du Soleil. Et là, en fait, on voit très bien comment, je ne sais pas si on peut revoir, mais au début, il y a dégage, après pouvoir, népotisme, intégrisme, etc., oppression, et puis hop, dégage. Donc, en fait, on voit une révolution au sens originel du terme. C'est comme ça que je l'ai vu là tout de suite, en fait. Oui, c'est aussi une sorte de boucle temporelle, quoi, qui ne cesse pas, quoi. On passe à un autre dessin, Nadia. Lequel souhaiteriez-vous Il y avait le dessin de la migration, peut-être, celui du couple en bord de mer. Voilà. L'invitation tunisienne au voyage. Donc là, c'est une référence à un célèbre poème de Baudelaire. Donc je cite au début. Et oui, et finalement, l'invitation au rêve et au voyage, c'est de quitter, de partir, et de partir dans des conditions très difficiles, quoi, grâce à un passeur qui éventuellement nous ferait crédit. Donc oui, c'est une réalité qui est très dure, et j'essaie dans mes dessins en général d'aborder cette réalité très violente d'une manière décalée pour peut-être la montrer autrement, quoi, parce que c'est assez insupportable, et j'essaie d'utiliser l'humour pour rendre cette situation un peu plus supportable, parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution. Les chiffres des départs en migration clandestine ont explosé en 2020, et je n'ai pas l'impression que ça va s'améliorer. Marwan, en tant que spécialiste des migrations. Oui, plus généralement des questions territoriales. Et pour moi, la migration, surtout l'aspect clandestin de cette migration, est une forme de contestation. On conteste son territoire, sa réalité, sa communauté, sa place dans la société. Et pour moi, ce n'est pas un abandon, mais plutôt une forme de rejet, de se révolter contre une réalité qui ne nous plaît pas, de se démarquer d'un territoire stigmatisé qu'on associe à des aspects négatifs. Et donc on tente par une réaction naturelle de se démarquer de cette réalité. Et quand la réalité se confond avec l'ensemble du pays, on a tendance à se démarquer de ce pays et à exprimer son mécontentement en le quittant, en allant ailleurs pour y chercher de meilleures conditions de vie, dans l'optique de prouver à ce pays que non, le problème ne vient pas de moi en tant que jeune, mais vient du contexte dans lequel je m'inscris et je vis. Donc c'est ce que me fait penser ce schéma. Me fait penser aussi que la dimension féminine de la migration est souvent occultée. Surtout en Tunisie. Ailleurs, on voit les boat people avec des femmes, des enfants, des hommes. Mais en Tunisie, on a tendance à taire, à ne pas voir ce côté. Généralement aussi dans les pays arabes également. Et ce schéma est tout à fait approprié parce que il n'y a pas de contexte favorable, que l'on soit homme ou femme, pour envisager
la migration et d'aller chercher de bonnes conditions ailleurs. Slim, souhaitez-vous réagir à ce dessin? Oui, un peu. Alors, on y voit surtout des aspirations intimes pour quitter, en fait. Parce que généralement, dans les discours officiels ou les discours médiatiques dominants, quand on parle de migration clandestine, généralement, si ce n'est pas sous le registre de la criminalisation, c'est sous le registre du misérabilisme économique. Et là, ce que je trouve beau dans le dessin, c'est que ça renvoie surtout à une dimension intime, à la douceur, etc. Et deuxième chose que le dessin m'évoque, c'est la figure du passeur, en fait, dont on dépend pour aller au-delà, pour voyager. Et cette figure du passeur, elle renvoie à un processus de professionnalisation de ces gens qui en font un métier, de faire passer des gens dans ces barques vers l'Europe, vers l'autre rive de la Méditerranée. Et je fais un peu de promotion pour le livre L'esprit de la révolte, dirigé par Leila Derli, qu'on a écrit à plusieurs mains, où il y a un chapitre qui traite de quitter son pays. Ça s'appelle Quitter son pays, et où on traite de la manière dont des gens, des groupes de populations, souvent qui vivent d'économies transfrontalières, décident de quitter en disant si c'est comme ça, on s'en va. Si l'État ne nous reconnaît pas, on s'en va. Donc, ouais, voilà, c'était juste un peu le moment opportuniste pour dire, voilà. Vous en aurez d'autres de moments pour pouvoir nous parler de ce très bel ouvrage. Oui, finalement, dans ce dessin, on se dit que l'ultime révolte, finalement, c'est de partir. Malheureusement, c'est le souhait de beaucoup de jeunes. Moi, j'ai l'occasion de faire des ateliers un peu partout auprès de publics scolaires, mais aussi auprès de publics dans des centres de détention pour mineurs, par exemple. Je fais des ateliers de dessin de presse. On dessine, on essaie d'aborder différentes thématiques, mais la thématique de la migration et du départ revient tout le temps. Et c'est malheureux de voir, oui, ces jeunes... lorsqu'on leur demande voilà, qu'est-ce que tu veux faire, c'est partir. Filles comme garçons, enfin. Oui, c'est pareil. Et toute classe sociale confondue. Hein, donc, c'est quand on n'offre pas voilà, d'espoir à des jeunes dans leur propre pays, forcément, ils se tournent vers un ailleurs qui est bien idéalisé souvent, mais c'est une réalité. Et je voulais aussi évoquer par rapport à la migration, il y a 2-3 jours, le dessinateur algérien Nîmes, qui a été arrêté lors de la campagne électorale algérienne pour un dessin, où il avait représenté Tebboune comme Cendrillon, à qui on met la chaussure idéale. Et donc il a fait de la prison pour un dessin. Et bon, là, il est dehors, mais il vient de faire une petite vidéo qui s'appelle Flooking, flooking.fr, et flooking, c'est flouk, la barque, quoi. Et il montre les différentes manières de partir, et c'est à hurler de rire. C'est un sujet qui c'est très violent, mais en même temps, il l'aborde d'une manière très marrante. Bon, moi j'ai beaucoup ri. Et il parle justement, voilà, il parle des tarifs familiaux pour partir en barque, tarifs, bon, quand on a VIP, mais il y a aussi le tarif couple, et c'est sur un pédalo. Et donc, pédali ou la tkouli. Ça, c'est tu pédales ou tu coules. Et c'est tout un état d'esprit, ça. J'adore, j'aime beaucoup. Nadia, est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur un troisième dessin? Justement, oui. Là, j'essayais d'aborder cette question du virus, de la crise sanitaire en Algérie, Libye et Tunisie. Bon, j'avais pas assez de place sur la feuille pour faire tout le reste des pays. Il y aurait tant à dire. Mais là aussi, oui, j'ai fait le parallèle entre le confinement, les gestes barrières et la distanciation sociale, et voilà ce que vivent nos pays respectifs pendant cette période. Il nous laisserait presque sans voix. Effectivement, j'aime beaucoup je les aime toutes les trois. Elles sont vraiment très parlantes et très
Des instantanés. Alors pour le coup, là, on a vraiment des dessins qui s'inscrivent vraiment dans un temps donné. Et j'espère sincèrement, j'aimerais tant qu'ils ne s'inscrivent que dans un temps donné. J'aimerais tant que dans 10 ans, si jamais on revoit tout ça, eh bien, on ne se dise pas, oh là là, ça aurait pu être maintenant. Et pourtant, bon, ben voilà, il ne faut pas être innocent. Nous avons à la fois des instantanés et à la fois des instantanés qui sont appelés à durer et s'inscrire dans un temps plus long peut-être que celui de l'événement, c'est-à-dire le Covid-19 au Maghreb. Alors peut-être revenir à Slim. Slim, vous avez, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, et vous avez saisi le moment opportun pour commencer à parler de l'ouvrage. Vous avez participé donc à un ouvrage collectif dirigé par Leila Dakhli, L'esprit de la révolte, qui est donc sorti en septembre dernier. Et là, bon, restons sur notre thème du spiritisme. Vous aviez une boule de cristal, vous avez lu dans le mar de café. Pourquoi finalement, dès septembre, et on sait très bien dans notre travail qu'un ouvrage ne peut pas sortir en un instant, pourquoi finalement cette question de l'esprit de la révolte, pourquoi est-ce que ça a été si présent et ça continue à guider vos réflexions pour aboutir à cet ouvrage? Pourquoi justement avoir choisi de travailler sur ce sujet il y a déjà maintenant, je pense, plus d'un an? Oui, en effet. Alors, il s'agit d'un ouvrage qui s'inscrit dans un programme de recherche, d'un programme ERC DREAM, donc Drafting and Enacting Revolutions in the Arab Mediterranean, qui est porté par Leila Dakhli justement. Et c'est un programme de recherche qui inclut des spécialistes des sciences sociales, donc Leila Dakhli qui est historienne, mais aussi il y a des politistes dont je suis, des sociologues, des anthropologues, etc. Même des historiens. Même des historiens. En plus, tunisienne. En effet. Qu'on ne nommera pas. Oui, c'est une jeune, c'est une jeune doctorante de l'IRMC. Mais en tout cas, le but du programme, c'est un peu de réfléchir sur toute l'histoire, la longue histoire des soulèvements et des révolutions dans la région précitée, donc la Méditerranée arabe. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit justement cet ouvrage. Donc c'est une réflexion qui s'inscrit dans le temps long et qui convoque entre autres des réflexions sur la manière dont les politiques économiques néolibérales, par exemple, que nous sommes en train de vivre à l'occasion des pactes d'ajustement structurel que toute la région a connu à partir des années 80, par exemple. Donc on essaie de réfléchir sur les effets de cela sur la rue, entre guillemets, sur la récurrence des révoltes, sur la manière dont les masses populaires font irruption dans l'espace public à des moments bien particuliers. Et dans cet effort collectif de réflexion, on a donc commis cet ouvrage collectif qui s'inscrit donc dans la durée, qui n'est pas prémonitoire, mais qui néanmoins s'inscrit dans la durée en réfléchissant sur les mots de la révolte, entre autres, sur les symboles de la révolte, sur les pratiques concrètes de l'action collective, qu'est-ce qu'on dit en manifestant. Alors du coup, j'ai déjà donc, 1, les mots de la révolte, 2, vous m'avez dit les modalités d'expression. Alors ces mots de la révolte, on parle de révolte, vous avez utilisé révolte, vous avez utilisé soulèvement, vous avez utilisé émeute. Chaque mot renvoie à un registre du politique et à un usage du politique. Est-ce que vous pourriez justement dire, quand on parle d'émeute, quel est le message que l'on veut faire passer? Quand on parle de révolte, quel est celui qu'on veut faire passer? Quand on parle de soulèvement, il y a là vraiment tout un usage politique des termes. C'est pas neutre. En effet. Et tous ces mots sont des constructions politiques du moment qui servent des usages très différenciés. Et ça dépend du point de vue à partir duquel on parle. Par exemple, on sait très bien que la catégorie émeute
dont d'ailleurs vous venez de parler tout à l'heure de la distinction que les autorités font entre manifestation du jour et manifestation de la nuit. Et ce genre de construction de catégories, il sert justement à faire le tri entre les bons et les mauvais soulèvements, ou les bonnes et les mauvaises mobilisations ou protestations. Donc, on réfléchit, entre autres, à ce genre d'usage, à ce genre de construction située de ce que c'est qu'un soulèvement, un émeute, ce que c'est qu'une émeute, etc. Mais en tout cas, tous ces mots s'inscrivent dans l'horizon de la contestation, qui est un mot qui nous permet un peu de comprendre qu'il y a des gens qui essaient d'exprimer une colère à un moment donné pour plein de raisons. Ça peut être pour la violation de pactes tacites antérieurs. Ça, c'est une thématique classique. Les pactes sociaux antérieurs, on y fait référence par le concept d'économie morale. Par exemple, ce qu'on vient de vivre là en Tunisie, dans les quartiers populaires, en écoutant un peu ce que disent les gens, c'est que les 4 jours de confinement général qui ont été décrétés par le gouvernement ont surtout touché aux gens qui ne subsistaient qu'au jour le jour, en fait. Ce qu'on appelle l'économie informelle, entre guillemets, et qui, du fait que, selon ces gens-là, il existe un pacte tacite selon lequel ils devraient continuer à vivre en paix et à assurer la garantie de la subsistance sous le régime, entre guillemets, informel. Donc, quand le gouvernement décrète 4 jours de confinement général, eh bien, vous touchez à ce mode de subsistance, et du coup, les gens se révoltent, se mettent en colère parce que l'économie morale de ce qu'ils faisaient a été touchée. Donc, ce qui expliquerait, dis donc, à partir de l'hypothèse que venez d'avancer, pourquoi à ce moment-là on conteste et pourquoi justement pendant le confinement qui a duré beaucoup plus longtemps, on n'a pas forcément eu les mêmes réactions. Donc ce ne serait pas simplement dû aux 10 ans de la Révolution, ce ne serait pas simplement dû au fait qu'on revienne en confinement et que les gens en ont assez. Il y a aussi cette lecture-là. Bien évidemment, je n'exclus ni les 10 ans de la Révolution, ni le confinement. Mais il y a aussi cette idée de finalement, ces 4 jours ont été perçus comme discriminants parce que frappant plus spécifiquement une catégorie, alors que le long confinement de 2 mois, finalement, avait touché tout le monde. C'est une des clés supplémentaires pour comprendre ces événements, si je vous ai bien suivi. Hein. En effet. Alors, les conditions de possibilité structurelles qui s'inscrivent dans la longue durée sont toujours là. Hein. Tous les chiffres, toutes les statistiques en parlent. Mais justement, ça, c'est un élément conjoncturel qui nous permet peut-être d'émettre l'hypothèse que je viens de formuler. Alors, pour le confinement de l'année dernière, c'était effectivement un confinement qui touchait à tout le monde, mais en plus, et malgré tout, l'État, à l'époque, communiquait sur les mesures sanitaires, mais aussi sur des mesures économiques et sociales. Donc, il y avait une prise en charge, tant bien que mal, de la question sociale, et malgré tout on a vu des contestations, on a vu les gens dont parlait Marouane justement dans le bouquin qu'on avait fait sur par exemple la distribution de la semoule et les problèmes de distribution de la semoule qui ont produit des contestations assez importantes, mais aussi dans les mondes du travail on a vu les gens qui exprimaient autrement parce que les conditions de l'action collective étaient complètement réagencées à l'aune du confinement général. On ne peut pas se réunir, on ne peut pas se retrouver dans les lieux du travail, etc. Donc, on essaie de faire autrement, on essaie de discuter sur les réseaux sociaux, on fait des groupes, on visibilise les infractions et les violations du droit du travail. D'ailleurs, ça, quand je repense justement à un de vos textes où vous nous expliquez comment, sur les réseaux sociaux, la contestation a pu s'organiser et comment, justement, ces mêmes réseaux sociaux étaient surveillés par les patrons. Et là, c'est une forme aussi de révolte, et je la mettrais dans une catégorie révolte normative, dans le sens où il y a quand même ce souci de s'organiser
en corps constitué, enfin en corps non constitué, mais un nouveau type de corps constitué. On ne passe pas par les syndicats, tout simplement. C'est ce que vous décrivez dans ce texte. Et on voit, c'est une forme de révolte aussi. Et comment justement elle va être contrée par les mêmes outils. Et là, on voit donc du coup révolte contre révolte. Est-ce que vous pourriez peut-être développer ? Oui, en effet, les possibilités de l'action collective sont, en tout cas, les possibilités routinières de l'action collective n'existent plus. Donc, à ce moment-là, on entrevoit une fenêtre d'opportunité d'action qui est différente et où tout le monde, tous les acteurs ou tous les agents de la situation salariale, on va dire, vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Donc voilà, comme vous venez de le dire, pour les directions d'entreprise, on voit des pratiques de surveillance et d'incitation à la délation dans les espaces, les réseaux sociaux comme Facebook. Et de l'autre côté, de nouvelles manières de s'organiser, de parler, de discuter, de révéler des injustices, d'exprimer des sentiments d'injustice, mais aussi de protester et d'organiser des formes d'action collective qui sont autres. Enfin, il y a, par exemple, dans les secteurs où ils ont privilégié la forme télétravail, par exemple, il y a eu des possibilités d'action collective, de grève à distance, en refusant, par exemple, de se connecter. Et ça, c'est des formes d'action collective conjoncturelle qu'on a vues au moment du premier confinement. À partir du moment où il y a concertation, est-ce qu'il y a révolte ? Alors, c'est vraiment compliqué de répondre à cette question. Je dirais que la contestation, c'est un peu l'horizon général, l'horizon générique de gamme de pratiques très étendues. La grève, c'est une forme de contestation. Le débrayage, c'est une forme de contestation. Enfin, organiser des marches, c'est une forme de contestation. Une révolte, alors je dirais que oui, mais la révolte, en tout cas, c'est une manière de désigner des pratiques tout en leur donnant une charge un peu politique, tout en leur donnant une charge de légitimation, si j'ose dire, en disant, voilà, il y a des révoltes, c'est-à-dire il y a des raisons de la révolte, il y a des raisons de la colère, et se révolter, c'est légitime. Voilà. Donc effectivement, le terme révolte serait positif, le terme émeute négatif, le terme soulèvement serait plus difficile à qualifier. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia ? Non, oui, révolte, oui, c'est positif à mes yeux. Le terme émeute, il est souvent employé par les forces de police ou par les ministères, etc. Parce que émeute, ça correspond à saccage, pillage, délinquance, et ça dévalorise totalement les personnes qui se sont révoltées. On a droit à la novlangue de toute façon de partout, pas uniquement en Tunisie. On voit comment sont décrits les mouvements de protestation, mais aussi comment ils sont montrés, comment les images qui sortent. Heureusement qu'on a beaucoup de photographes qui sont même engagés, qui prennent des photos ou qui filment tous ces événements-là. Parce que si on se fie aux images des syndicats de police ou des photos prises par les drones, etc., bon, là, ça n'a plus rien à voir. Là, hier, j'ai vu que les drones de la police pas loin de la place du Bardo, où il y a eu justement des manifestations, prenaient en photo les couples qui s'embrassaient pour dire, regardez, c'est avec ça qu'on va faire tomber le régime, etc. C'est-à-dire dénigrer complètement. Donc oui, il y a une guerre de l'image et puis il y a aussi une guerre avec les mots. Tout à fait, absolument. Marwan, soulèvement ? Le Sud, il se soulève, le Sud est en révolte. J'évite... le Sud, la Tunisie de l'intérieur, pas le Sud. On ne va pas parler du Sud, si vous le souhaitez, on va parler de la Tunisie de l'intérieur. Exactement, parce qu'il y a des mots qui ont un lourd passé, un lourd sous-entendu,
Parce que l'État moderne tunisien s'est construit en gommant, en effaçant ce genre de mots, ce genre d'idées insurrectionnelles, tribales, régionalistes, qui menacent, et je le pense fermement, l'intégrité et la cohésion du peuple et de la nation tunisienne, chose qui reste à mes yeux une question primordiale et importante pour l'avenir. Et je pense que l'usage de mots comme émeute ou révolte ou révolution est plus salutaire que l'usage de mots comme insurrection ou d'autres mots qui font penser à ce qui se passe ailleurs, en Libye par exemple, ou dans d'autres pays. Et Dieu merci, ce n'est pas le cas de la Tunisie. Notre diversité est inscrite dans une homogénéité également du peuple et de la nation et d'un passé commun et je pense d'un avenir commun. Ça sonne un peu politique ce que je viens de dire, ça sonne un peu idéaliste, rose, mais les fondements territoriaux de cette cohésion existent. Ce qui nous rapproche territorialement est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Et donc, je pense que le choix des mots est important. L'aspect révolte me fait penser à la crise de la semoule qu'on a eue dans l'ouvrage Vivre au temps du Covid-19. Et comme la crise, elle est sur un moment donné, je pense que la révolte est un processus court, sur un moment donné, sur un aspect bien précis. Merci beaucoup. Nadia, on revoit quelques-uns de vos dessins, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a certains en particulier? Ah, alors Oui, celui-là, pourquoi pas. Est-ce qu'il a besoin d'une explication? Non, oui, il est très très cruel et très violent comme dessin. Effectivement, c'est par rapport... oui, j'évoquais l'immolation de Mohamed Bouazizi et des vingtaines ou centaines d'immolations. Il y en a eu en moyenne 100 par an d'immolations par le feu, sans compter tous les suicides. Voilà, j'ai fait ce dessin-là pour mon journal, pour le journal pour lequel je travaille, Ciné Mensuel, qui est un journal satirique et indépendant. Et donc le but, oui, c'est... Même si le dessin est très violent, il est beaucoup moins violent que la réalité, je trouve. C'est intéressant, vous avez choisi le mot l'anniversaire de la Révolution. Je parlais avec une de mes amies et je disais Eid Milad al-Thawra. Et elle m'a dit, mais c'est affreux en arabe, Eid Milad, comment tu peux... Et je dis, bah, effectivement, pour tester, et comment ce mot anniversaire en français va sonner, et en arabe, c'est juste impossible de mettre Eid Milad Thawra. C'est pas possible, quoi. Parce que on voit bien que, et c'est tout le contraste d'ailleurs de votre dessin, le terme anniversaire qui renvoie à un moment festif, et puis on peut même imaginer ces affreuses bougies, et puis cette réalité. Marwan, Slim? Dans le cas de révolution, je prends exemple sur la révolution algérienne, on parle de dhikra. Bien sûr, non, voilà. C'est ça le terme le plus approprié. On est clair, non, mais moi c'était pour, je testais et j'essayais un petit peu de, comment dirais-je, non pas de provoquer l'ami en question, mais justement d'être un peu, pas cynique, mais en tout cas essayer en disant, voilà, Eid Milad al-Thawra, elle me dit, mais c'est inaudible. Oui, c'est dhikra, bien sûr. Oui, mais ce que vous avez soulevé est pertinent parce que, oui, en français, on utilise le terme d'anniversaire de la Révolution qui passe. Par contre, en arabe, il ne passe pas et le politiquement correct impose d'utiliser le terme de dhikra. Qui serait plutôt commémoration, rappel. Oui, c'est ça. Qui en français ne passe pas. Donc, on a des subtilités de langue associées à un contexte culturel et associées à ce que chaque langue puisse offrir en termes de termes. Oui. Par contre, le schéma, je le localiserai en Tunisie, mais là, le contexte, là, le paysage tout autour, il est neutre par rapport à l'image assez violente que cela renvoie. Et je pense que le contraste, il est là, il est fait exprès pour nous montrer que cette flamme
encore vive, mais d'un aspect assez cruel et péjoratif. Et c'est ça l'idée, je pense. Un autre dessin, Nadia? Là, justement, voilà, là, on n'est pas dans un dessin intemporel, on est vraiment par rapport à une actu, et c'était donc en 2013, quand le président provisoire et le président de l'Assemblée provisoire aussi sont allés faire les commémorations à Sidi Bouzid, ils se sont fait caillasser. Et d'ailleurs, là, il n'y a eu personne le 17 décembre à Sidi Bouzid, je pense. Donc, peut-être une explication à ça. Non, voilà. Bon, là, malheureusement, j'ai mis en avant ce dessin parce que déjà, à cette époque-là, ça ne marchait pas. Je veux dire, là, on est 10 ans après, mais même 2 ans après, on sentait que rien n'était fait pour que les choses s'améliorent. Slim? Oui, en effet. 2 ans après la Révolution, je m'en souviens très bien quand Marzouk y est allé avec Ben Jaafar et qui s'est fait caillasser par les gens là-bas à Sidi Bouzid. Et je crois que ça en dit beaucoup sur la manière dont les gens demandent, paradoxalement, les gens demandent encore de l'État. Ce n'est pas un refus de l'État, mais c'est une manière de revendiquer un État qui soit vraiment à la hauteur de ses engagements sociaux à l'égard de la population. Et ces engagements, bien sûr, sont construits historiquement dans des imaginaires qu'il est très intéressant d'étudier. Mais en tout cas, en Tunisie et même au Maghreb, il y a cette tradition de demande d'État et d'attachement au rôle important de l'État qui se doit d'assumer. Et quand l'État n'assume pas son rôle, on voit le résultat. On lui rappelle. Un autre dessin, Nadia? Oui, ça c'est par rapport à la migration et aussi aux expulsions des clandestins, quoi. Et je l'ai mis aussi parce qu'on parle de Tunisaires, comme en ce moment on parle beaucoup de Tunisaires. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre ce dessin-là. Voilà. Marwan? L'image du retour forcé des clandestins, c'est un aspect qui est également occulté, parce que les jeunes ne voient dans la migration que les aspects positifs, qui est l'accès à une position confortable, socio-professionnelle, accéder à l'Eldorado européen. Puis ils voient souvent l'aller simple. Oui. Ils n'imaginent pas le retour. Puis je veux dire, on prend un aller simple, on ne prend pas de retour. Exactement. Le risque, c'est de se noyer, mais ils n'envisagent pas du tout dans leur imaginaire ce retour forcé, menotté. Et voilà, donc je trouve l'image assez appropriée sur cette question. Nadia, un autre dessin? Je veux vraiment qu'on puisse tous profiter de tous les dessins que tu as faits. Celui-là, on l'avait déjà vu. La couverture peut-être de l'ouvrage. Celui-ci aussi, on l'a vu. Celui-ci, il est extraordinaire. Celui-là, on l'a vu, mais rapidement tout à l'heure. Peut-être on peut s'y attarder. Oui, non, je l'ai fait le 14 janvier, enfermé à la maison. Et oui, l'annonce des 4 jours de confinement tombant comme par hasard durant les entre guillemets festivités du 14 janvier, moi je l'ai mal vécu et je ne pense pas être la seule parce que je veux dire que le virus aurait donc disparu en 4 jours. C'est quoi l'idée? Donc cette décision purement politique et pas du tout pour la santé publique, c'était un peu... voilà, Et puis on voit très bien qu'on a eu beau confiner, ça n'a pas empêché l'expression. Là, de toute façon, oui, j'évoquais les applaudissements des infirmières en France, tous les soirs pendant le confinement, et que voilà, nous, notre manière de manifester aussi,
même s'ils nous enferment, bon, on peut toujours s'exprimer et dire ce qu'on pense. Clairement. Et puis, bien montrer que notre Willy, c'était toujours bien vivant. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur la couverture de l'ouvrage de Nadia, s'il vous plaît? Alors, cet ouvrage, est-ce que vous pouvez nous en dire quand même quelques mots, Nadia, s'il vous plaît? Donc, il est sorti en fin d'année 2020. Je l'ai publié aux éditions Elisade. Et c'est un recueil de 10 ans de dessins de presse, de 10 ans de dessins satiriques. J'ai commencé le 13 janvier 2011 à publier mes dessins sur les réseaux sociaux. Je continue encore aujourd'hui. Et j'essaie de garder la même spontanéité. C'est un moyen pour moi de m'exprimer, de donner mon ressenti. Et le souhait de faire ce recueil de 10 ans de dessins, c'est une manière aussi de documenter ce qui s'est passé à travers vraiment mon regard, quoi. C'est pas, je n'ai pas pu parler de tous les sujets pendant les 10 ans. J'accompagne les dessins, il y a une trentaine de dessins par année, et j'accompagne chaque partie par un petit texte qui résume un peu, voilà, les événements majeurs de l'année en Tunisie, mais aussi ailleurs. Et non, le but, c'était de montrer un peu l'enchaînement des événements qui nous ont conduits à la situation actuelle. Et c'est aussi une manière de témoigner. Et puis, il y a toujours des tentatives de récupération de l'histoire, de transformation de l'histoire. Et de cette réécriture, quoi, où, bon, c'est toujours les gagnants qui écrivent l'histoire, quoi. Donc moi je voulais l'écrire à ma manière et puis dire voilà tout ce qu'on a vécu, et on a vécu énormément de choses. Ça a été très très dur pendant 10 ans. C'est normal qu'on soit fatigué là actuellement, mais voilà, c'est un bilan et prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et puis surtout, voilà, j'essaye de faire ça avec de l'humour et j'essaye de relativiser un peu, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, cet ouvrage est absolument indispensable parce que, pour l'historienne que je suis, tout est archive. Là, pour moi, vous travaillez pour aujourd'hui, pour nous donner des clés de compréhension d'aujourd'hui, mais vous travaillez aussi de manière à pouvoir laisser des traces de ce moment et de ces différents moments. Parce que pour un historien, mais pas qu'en histoire, je pense que les sociologues, les anthropologues ont besoin aussi de s'alimenter de documents qui ne soient pas que de l'écrit. Parce que l'écrit transmet, mais le dessin transmet d'une autre manière et va permettre justement de rentrer dans une autre approche des phénomènes. Alors moi, je voudrais, et ce sera la dernière question que je poserai à chacun d'entre vous, et chacun d'entre vous a quasiment 1 minute pour pouvoir m'y répondre. Quand je parle du terme, j'évoque le mot révolte ou esprit de la révolte, à quel mot, M-O-T ou M-A-U-X, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donnez-moi un mot, pas plus, que vous m'expliquerez pour justement, je vous dis voilà, esprit de révolte, un mot pour le désigner, pour un synonyme quelque part. Slim. Alors, il y a le mot dignité. Il y a le mot dignité, d'ailleurs, qui est central dans DREAM, dans le programme de recherche porté par Leila Derli, puisque le mot dignité, il renvoie justement à cette aspiration à vivre dignement, à disposer de moyens de subsistance adéquates pour un être humain au XXIe siècle, mais aussi de vivre tout en jouissant des droits et des libertés publiques, etc. Bon, c'est le mot du coup dignité. Juste une petite digression sur le mot émeute. Tout à l'heure, je voulais juste réagir. Alors, le mot émeute, pourquoi il est problématique, en tout cas dans les sciences sociales? Parce qu'il renvoie, entre autres, aux émotions. Comme quoi, en fait, les émeutes, c'est s'émouvoir. C'est des mouvements portés par des émotions. Et du coup, implicitement, on est en train de dénier aux classes populaires toute capacité de rationalité, de rationalisation de l'action, etc. Mais du coup, le mot, c'est dignité. Parfait. Marwan.
Je dirais territoire. Parce qu'on a tendance à occulter un peu, outre l'aspect sécuritaire bien évidemment, l'aspect territorial de ces révoltes, de ces mouvements. Et on les associe généralement à des émeutes, à des aspects négatifs, au fait de jeter des cailloux sur les forces de l'ordre, alors que, comme je le disais avant, chaque territoire est unique et chaque révolte est unique s'agissant d'un territoire qui subit soit une marginalisation vis-à-vis des pouvoirs publics, soit des clivages territoriaux entre Tunisie de l'intérieur, Tunisie du littoral, entre urbains, ruraux, entre habitants d'une même métropole, ceux des quartiers aisés et ceux des quartiers populaires. Donc la dimension territoriale est omniprésente dans ce mot dans ce terme de révolte pour moi. Merci. Nadia. La révolte, pour moi, ça évoque l'espoir. On ne peut pas se révolter sans espérer que ça aille mieux. C'est un peu... Bien sûr que on peut être... On est désespéré, on en a marre de ce qui se passe, donc on veut que les choses changent. Donc il y a un peu d'espoir. Donc sortir dans la rue et affronter les forces de police, c'est ou même toutes sortes de révoltes, écrire un ouvrage, etc. Le but, c'est que ça aille mieux. Donc il faut un peu d'espoir pour se révolter. Donc tant que ça existe, tant que la révolte existe, l'espoir est présent. Oui, l'espoir est là. Et l'esprit de la révolte, moi je le vois plus comme l'état d'esprit de la révolte, moins qu'invoquer l'esprit, parce que si on invoque l'esprit, c'est qu'il est mort. Donc oui, il est bien vivant. Cet esprit-là. Je pense que Willy, c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup. Je voudrais aussi, pour terminer, dire que si Sartre, de mémoire, nous avait dit que l'enfer, c'était les autres, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, en ces temps de confinement, la phrase n'est absolument plus valable. Je veux donc vous remercier parce que vous êtes loin d'être l'enfer et j'ai passé un excellent moment avec vous et je suis absolument persuadée que les personnes qui nous suivent actuellement eh bien, méditeront et reviendront sur cette fameuse phrase que l'espoir d'abord, plutôt que l'espoir, et que la dignité, et qu'il nous faut aussi prendre une distance par rapport aux événements que nous voyons, de manière à pouvoir les territorialiser. L'historienne que je suis vous dirait les contextualiser. Merci beaucoup à vous trois. Plaisir de vous retrouver à nouveau en présentiel, parce que c'est un vrai bonheur que d'être en présentiel. Et puis, bonne continuation pour toutes et pour tous. Bonsoir. On était bon là.